Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review de Money in the Bank 2025 et hier soir on a eu un gros face turn, on a eu un changement de titre et on a eu un énorme retour à la fin du show. Mais d'abord on démarre avec les résultats du concours pour remporter la figurine Mattel Roman Reigns. Je viens d'effectuer le tirage au sort et c'est Xav Pepper qui a remporté le concours. Donc félicitations Xav et une petite consigne, il faut que tu me laisses ton adresse email dans les commentaires de cette vidéo, mais par contre s'il te plaît, quand tu me mets ton adresse email, ne mets pas de arrobase, car habituellement si vous mettez un arrobase ou une vraie adresse email dans les commentaires, habituellement c'est directement bloqué par YouTube. Donc mets-moi ton adresse mail dans les commentaires, mais au lieu de mettre un arrobase, laisse juste un espace. Par exemple, afin que ce soit bien clair, moi mon adresse mail c'est lecatchclub@gmail.com, et donc là si je devais la mettre dans les commentaires, faudrait mettre lecatchclub espace gmail espace com. Donc voilà Xav Pepper, je compte sur toi, et dès que j'aurai ton adresse mail, je te contacte pour t'envoyer ton cadeau. Allez, on passe à la review, je compte sur vous pour laisser un petit like et vous abonner, donc c'est parti. Hier soir, on a démarré avec le Money in the Bank ladder match féminin dans lequel, pour rappel, on avait Mami, Rhea Ripley, Naomi, Alexa Bliss, Roxanne Perez, Julia et Stephanie Vaquer. Et honnêtement déjà, le match a été méga apprécié par la foule hier soir qui a scandé plusieurs fois « This is awesome ». Je trouve que toutes les catcheuses ont bien été mises en avant, en particulier je dirais tout de même Stephanie Vaquer. J'ai vraiment l'impression qu'elle a brillé hier soir, mais c'était également le cas pour Julia et Roxanne Perez, donc vraiment personne n'a été oublié. Et donc vers la fin du match, on se retrouve avec Mami, Rhea Ripley et Alexa Bliss qui sont seules dans le ring et qui commence à se battre et à monter en haut de l'échelle. Et donc les deux catcheuses se retrouvent en haut de l'échelle, elles se mettent des coups de poing, et là on pense qu'une des deux va gagner, soit Alexa Bliss, soit Rhea Ripley. Mais d'un coup, vous avez Naomi qui sort de nulle part et qui commence à pousser l'échelle. Du coup, Mami et Alexa Bliss tombent toutes les deux sur une échelle qui a été posée dans le coin. Et donc là, vous avez Naomi qui a le champ libre, elle place l'échelle, elle monte en haut et elle décroche la mallette Money in the Bank sous une belle pop. Donc Naomi est la nouvelle Miss Money in the Bank et elle peut cash in son contrat à sa mallette pendant 1 an sur le titre qu'elle souhaite. Et personnellement, par rapport aux résultats, je vous en ai parlé dans ma vidéo pronostic, n'importe laquelle des 6 catcheuses aurait pu remporter ce match et à mon avis, ça aurait été un bon choix. Il n'y avait pas de mauvais choix dans ce match, mais personnellement, j'avais misé sur Naomi dans la vidéo pronostic, tout simplement parce que comme je vous l'avais dit, Naomi a effectué un excellent heel turn ces derniers mois où elle s'est totalement renouvelée. Et justement hier soir, lors de la conférence post-show, on a eu un moment entre Naomi et Biggie où Biggie a expliqué qu'il a démarré avec Naomi il y a 16 ans et ça le choque limite, ça l'étonne et ça le rend heureux de voir que 16 ans plus tard, elle est dans le meilleur run de sa carrière. Et honnêtement, je pense totalement pareil. Naomi a eu de très belles phases durant sa carrière, elle a déjà été championne, etc. Mais elle n'a jamais été aussi intéressante en tant que personnage. Elle a jamais transmis autant d'émotions, autant que personnage, et donc selon moi c'est totalement mérité cette mallette Money in the Bank, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner du coup lors des prochains mois, et le moment où elle va cash in. Et en plus par rapport à Naomi on peut faire plein de scénarios différents. Imaginez par exemple Bianca Belair qui remporte un titre lors des prochains mois, et Naomi qui viendrait cash in sur Bianca Belair pour trahir son ancienne amie et remuer le couteau dans la plaie, ça pourrait être très intéressant. Ou alors pourquoi pas Jade Cargill qui remporterait son premier titre lors des prochains mois, et là directement, quelques secondes plus tard, t'as Naomi qui vient cash in pour briser les rêves de Jade Cargill encore une fois et relancer la rivalité entre les deux catcheuses. Et donc ça sont juste 2 histoires, mais je pense qu'il y a plein d'histoires à raconter avec Naomi en tant que Miss Money in the Bank. Ensuite, pour info, hier soir, quelques heures avant Money in the Bank, on a eu le show Worlds Collide, où on avait des talents de la AAA qui affrontaient des talents de la WWE, et au début du show, on a eu un 3 contre 3, où la LWE a été battue par Aerostar, Mr. Iguana et Octagon Junior, et après le match, vous avez Dum Dum qui était au premier rang, et il s'est embrouillé avec Octagon Junior, ce qui fait que directement, Dum Dum a challengé Octagon Junior à un match lors de Money in the Bank pour le titre intercontinental. Donc à la dernière minute, on a bien eu un 5e match qui a été ajouté hier soir. Donc on enchaîne avec Dum Dum accompagné par Liv Morgan contre Octagon Junior. Et petite anecdote, hier soir beaucoup de personnes ont remarqué que le masque de Octagon était un petit peu similaire au masque de Pentagon. Et il faut savoir que c'est parce qu'en fait il y a une histoire entre les deux personnages, et Pentagon Junior est censé être le double ou le clone démoniaque de Octagon Junior. Et en fait ça remonte à une ancienne rivalité où avant Octagon Junior et Pentagon Junior
on avait Octagon, une légende de la lucha libre, qui avait justement à l'époque également son clone maléfique, qui était le premier Pentagon. Et donc derrière, quand le premier Octagon a eu son protégé Octagon Junior, à ce moment-là, ils lui ont également donné le clone maléfique Pentagon Junior, c'est pour ça que leurs masques se ressemblent. Et alors là, honnêtement, au niveau du match, ça a été assez rapide, je pense que c'était un petit match pour donner une petite dose de lucha libre à la foule qui avait peut-être raté Worlds Collide, et en même temps, ça leur permettait de découvrir Octagon Junior, mais tout en donnant bien entendu une victoire à Dom Dom. On va pas faire perdre le champion intercontinental contre un catcheur que la plupart de la foule ne connaît pas aux États-Unis. Donc là, en gros, au bout de 5 minutes, vous avez Liv Morgan qui est intervenu pour distraire Octagon Junior, et derrière, ça a permis à Dom Dom de placer son 619 puis son Frog Splash pour la victoire. Donc Dom Dom conserve le titre intercontinental, mais en même temps ça a donné une belle visibilité à Octagon Junior hier soir, qui a donc catché lors de Money in the Bank et lors de Worlds Collide. On enchaîne avec Lyra Valkyria qui défendait le titre intercontinental face à Becky Lynch. Et pour rappel, on avait deux stipulations hier soir. Si Becky Lynch perd le match, alors elle n'a plus le droit de challenger Lyra Valkyria pour son titre. Mais par contre, si Becky Lynch remporte le match, alors derrière, Lyra Valkyria doit lever son bras en signe, on va dire, ou en guise de respect. Et il faut savoir que le finish du match a beaucoup fait parler hier soir, car à la fin, on a Becky Lynch qui porte un méga manhandle slam sur Lyra, puis quelques instants plus tard, Lyra Valkyria qui porte son Nightwing sur Becky à l'extérieur du ring. Donc là, les deux catcheuses sont totalement KO, mais au final, elles arrivent à remonter dans le ring juste avant le compte de 10. Et donc là, elles se mettent des coups de poing, des gifles, et à un moment, vous avez Lyra Valkyria qui surprend Becky Lynch avec un tombé, mais là, Becky Lynch a retourné le tombé, elle a mis un maximum de pression pour la victoire. Donc Becky Lynch remporte le titre intercontinental féminin. Et pourquoi le finish a beaucoup fait parler hier soir? Et bien tout simplement parce que certains disent que Becky Lynch a triché pour gagner le match, et d'autres disent qu'elle n'a pas triché, car en gros, quand elle a effectué son tombé sur Lyra Valkyria, on dirait qu'elle tire sur la tenue de Lyra Valkyria, ce qui est bien entendu interdit, et à ce moment-là, ça voudrait dire qu'elle a triché. Mais pour d'autres personnes, quand on voit le ralenti, eh bien ces personnes trouvent qu'au final, Becky n'a pas vraiment tiré sur la tenue de Lyra, donc elle n'a pas triché pour remporter le match. Alors personnellement, hier soir sur Twitter, j'ai dit qu'elle avait triché, tout simplement parce que j'écoutais le show en anglais, et quand Becky a remporté le match, Michael Cole a répété 2 fois, regardez, elle a triché, elle a tiré sur la tenue de Lyra Valkyria, donc j'imagine que c'était prévu dans le scénario, c'est ce qu'il devait raconter dans le match. Maintenant peut-être que Becky n'a pas réussi à assez bien choper la tenue de Lyra, mais en tout cas, comme je l'ai dit, Michael Cole en tout cas a précisé 2 fois que Becky a bien triché pour remporter le match. Mais de son côté, Wade Barrett a tenté un petit peu de défendre Becky en disant non, elle a absolument pas tenu la tenue, tu délires Michael. Maintenant, dans tous les cas, Becky Lynch est la nouvelle championne intercontinentale, donc à ce moment-là, on lui donne la ceinture et directement, elle ordonne à Lyra Valkyria de venir lui lever son bras. Donc Lyra s'exécute à contre-cœur, bien entendu, elle n'a pas envie, mais au final, elle lève le bras de Becky Lynch, sauf que là, Becky dit non, c'est pas assez. Tu lèves mon bras et tu me montres aux 4 côtés de l'arène. Donc là, encore une fois, Lyra n'a pas envie, mais elle se force, elle lève le bras de Becky et elle la montre à toute l'arène. Mais encore une fois, ce n'est pas terminé. Alors que Lyra veut quitter le ring, Becky Lynch ordonne à Lyra Valkyria de lui placer la ceinture autour de la taille. Et là, on peut voir que vraiment, Lyra Valkyria n'en peut plus. Mais malgré tout, elle s'exécute et elle place la ceinture autour de la taille de Becky Lynch. Mais là, comme je vous l'ai dit, elle n'en peut plus. Becky Lynch a trop joué avec elle. Donc au final, Lyra Valkyria chope Becky Lynch et elle lui place une méga German suplex. Puis Lyra Valkyria termine le travail avec son Nightwing avant de quitter le ring et de laisser Becky Lynch KO. Donc Becky a remporté le titre, mais malgré ça, encore une fois, à la fin du match, elle s'est faite humilier par Lyra Valkyria. Donc peut-être que la rivalité va continuer entre les deux, et à côté de ça, je rappelle également que clairement la WWE est en train de préparer une rivalité entre Becky et Bayley, car pour rappel, c'est Becky Lynch dans les storylines qui a attaqué Bayley à WrestleMania, ce qui fait que justement Bayley n'a pas pu catcher à WrestleMania. Donc quoi qu'il arrive, normalement Becky Lynch sera bien occupée lors des prochains mois, et à côté de ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déçues par rapport à Lyra Valkyria, mais vous savez, Lyra Valkyria a reçu un très beau push depuis qu'elle est passée dans le roster principal. Elle a été la première championne intercontinentale féminine, et à côté de ça, lors de cette première grosse rivalité qu'elle a eue avec Becky Lynch, elle a enfin eu des opportunités au micro afin de développer son personnage et sa personnalité pour créer une connexion avec la foule. Et donc même si elle n'a pas le titre, je pense qu'elle est bien lancée, et j'espère que son push au sein du main roster va continuer de cette manière. Et pendant ce temps, grâce à sa notoriété, son star power, Becky Lynch peut ajouter encore plus de hype et de crédibilité au titre intercontinental féminin, et donc élever encore plus le titre.
On enchaîne avec le ladder match masculin dans lequel on avait Solo Sikoa, LA Knight, Penta, Seth Rollins, Andrade et El Grande Americano. Et donc là, en gros, au début du match, suite à ce qui s'est passé lors de SmackDown, vous avez Andrade, Penta et LA Knight qui ont directement attaqué et jeté Seth Rollins en dehors du ring. Et là, vous aviez Solo Sikoa qui était tout content, sauf que derrière, vous avez les 3 faces qui attaquent également Solo. Mais encore une fois, mention spéciale pour Solo Sikoa qui était tellement hilarant hier soir lors du match grâce à ses petites mimiques. Et donc là, vers le milieu du match, vous avez Seth Rollins qui est clairement en train de galérer. Donc il est à l'extérieur du ring et il fait un signe. Il demande à des personnes de le rejoindre et directement, vous avez Bron Breakker et Bronson Reed qui ont fait leur entrée. Et là, ils ont commencé à distribuer des spears et des tsunami splash à tout le monde. Puis ils voient Solo Sikoa à l'extérieur du ring. Donc ils veulent s'en prendre à Solo Sikoa. Mais là, vous avez la musique de Jacob Fatu qui retentit. Et donc Jacob Fatu et JC Mateo font leur entrée pour sauver Solo. Et donc on se retrouve avec Bron Breakker et JC Mateo en train de se battre à l'extérieur du ring. Et Bron Breakker qui a porté un spear sur JC Mateo à travers les barrières de sécurité. Et pendant ce temps, dans le ring, vous avez Jacob Fatu qui prend le dessus sur Bronson Reed avec un pop-up Samoan Drop et derrière un dive à l'extérieur du ring. Puis là, vous avez Jacob Fatu qui revient, il regarde Solo Sikoa et il pointe vers la mallette Money in the Bank. Donc apparemment, il va l'aider pour remporter le match. Et là, vous avez vraiment Jacob Fatu qui obéit à Solo Sikoa. Il place l'échelle au milieu du ring pour lui. Et là, vous avez Solo qui est tout content. C'est bon, il pense qu'il a gagné le match. Il fait un gros câlin à Jacob Fatu. Puis Solo commence à monter. Mais là, d'un coup, il est bloqué. Il n'arrive plus à avancer. Parce que Jacob Fatu a chopé la jambe de Solo Sikoa. En gros, d'un coup, on a eu un changement de comportement de Jacob Fatu qui à la base faisait comme s'il allait aider Solo. Mais au dernier moment, il a totalement changé car pour rappel, lors de SmackDown, on a vu Solo Sikoa qui se moquait de Jacob Fatu et qui en gros a dit que Jacob Fatu était un imbécile, il n'avait pas de cerveau. Et Jacob Fatu avait tout entendu, il était caché quelques mètres derrière. Donc hier soir, en gros, on a eu l'explosion de Jacob Fatu qui n'en pouvait plus. Et donc là, Solo baisse la tête, il demande à Jacob, mais qu'est-ce qui se passe? Et Jacob tient Solo et d'un coup, il lui dit « I hate you !» Donc je te déteste, alors que pour rappel, à ses débuts à la base pendant plusieurs mois, Jacob Fatu répétait « I love you Solo !» Je t'aime Solo. Mais donc hier soir, on a eu totalement l'inverse, l'opposé. On a eu le premier « I hate you Solo !» Et là, Jacob Fatu a enchaîné avec un super kick puis un moonsault, puis il a chopé Solo et lui a porté un Urinage, un spinning Solo à travers une échelle à l'extérieur du ring. Et donc le message de Jacob Fatu est passé, Jacob Fatu a quitté Solo Sikoa. Maintenant, j'imagine qu'il sera tout seul et surtout, maintenant il sera un face, il sera un gentil. Et donc à la fin, ça se joue entre LA Knight et Seth Rollins dans le ring, mais au final, Seth Rollins réussit à porter son stomp sur LA Knight. Et derrière, il monte en haut de l'échelle et il décroche la mallette Money in the Bank pour la victoire. Donc Seth Rollins, c'est le nouveau Mr. Money in the Bank et on rappelle bien entendu que c'est la deuxième fois qu'il remporte la mallette. Et alors personnellement, j'avais misé sur LA Knight dans ma vidéo pronostic car en toute honnêteté, j'avais précisé que Rollins était clairement un favori également pour le match, mais je pensais qu'il allait y avoir des interventions, potentiellement Sami Zayn, CM Punk, voire même le OTC pour empêcher Seth Rollins de remporter le match, mais au final pas du tout. Bronson Reed et Bron Breakker ont pu aider Seth Rollins à se débarrasser quasiment tout le monde. Et en plus, à la fin, il y a Jacob Fatu qui s'est débarrassé de Solo. Donc tout ça a permis à Seth Rollins de décrocher la mallette Money in the Bank. Et là, encore une fois, j'ai vu beaucoup de réactions en ligne hier soir, notamment beaucoup de personnes qui disaient que Seth Rollins n'a pas besoin de la mallette Money in the Bank pour avoir une opportunité pour remporter un titre. Alors je suis totalement d'accord avec vous, il n'a pas besoin de la mallette Money in the Bank, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce ne sera pas intéressant quand il aura la mallette, car honnêtement, là, un Seth Rollins qui peut cash in à tout moment pendant 12 mois sur le champion de Raw ou le champion de SmackDown, bah ça ajoute énormément de suspense au storyline, ça ajoute énormément de suspense au show. Alors oui, bien entendu, certaines personnes auraient préféré peut-être qu'un jeune remporte le titre ou un catcheur qui n'a pas été déjà champion du monde. Je vous comprends totalement comme je l'ai dit, mais en même temps, je pense que Rollins avec la mallette lors des prochains mois, ça va vraiment être très très intéressant et j'imagine que la WWE va nous raconter quelque chose d'assez énorme et j'ai hâte de voir son cash-in car pour rappel, le premier cash-in de Rollins, c'est tout simplement l'un des plus beaux cash-in de l'histoire, si ce n'est le plus beau cash-in de l'histoire.
voir, donc j'ai tellement hâte de voir le second. Et honnêtement, je veux dire, ça colle parfaitement à la storyline de Seth Rollins. Là, on est enfin en train de lui donner un méga push, et beaucoup de fans de Rollins se plaignaient ces dernières années qu'il n'était jamais vraiment le visage de la WWE. Bah là, c'est ce qu'ils essayent de faire, et dans la storyline, Rollins dit justement qu'il va avoir tout le pouvoir entre ses mains, et ben maintenant c'est fait, maintenant c'est réel. Seth Rollins a un wise man, Seth Rollins a 2 quarts du corps qui sont énormissimes, et en plus dorénavant Seth Rollins a la mallette Money in the Bank, donc il a vraiment tout le pouvoir, tous les éléments en main, et il peut potentiellement remporter le titre qu'il souhaite à n'importe quel moment s'il cash in justement au bon moment. Ensuite, on a une petite mise à jour par rapport à WrestleMania 42, car pour rappel, à la base, WrestleMania 42 avait été annoncé officiellement à la Nouvelle-Orléans, mais au final, ces dernières semaines, la WWE et la ville de la Nouvelle-Orléans avaient expliqué que WrestleMania 42 aura lieu autre part. Et donc hier soir, la WWE et Triple H ont officiellement confirmé que WrestleMania 42 aura lieu à Las Vegas, tout comme cette année, tout comme le 41, les 18 et 19 avril 2026, au Allegiant Stadium, encore une fois. Et donc on passe au main event avec Cody Rhodes et Jey Uso contre John Cena et Logan Paul. Et pour rappel, ces dernières semaines, on avait vu quelques tensions entre Cena et Logan Paul. On avait vu à un moment qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde et justement, ça a joué hier soir lors du match. Car au bout de quelques minutes, à un moment, vous avez John Cena qui effectue le relais mais sans demander à Logan Paul. Il le tape tout simplement. Et là, on peut voir que Logan Paul n'a pas trop apprécié. Et du coup, quelques minutes plus tard, Logan Paul fait la même chose. À un moment, il effectue le relais mais sans prévenir John Cena. Et là, John Cena n'apprécie pas du tout. Donc il sort du ring et directement, il réeffectue le relais en tapant sur Logan Paul. Il revient dans le ring. Et là, ça commence à devenir très tendu entre les deux. Vous avez Logan Paul qui n'apprécie pas le comportement de John Cena. Il dit à John Cena, moi je suis pas n'importe qui, je suis Logan Paul. Et John Cena qui dit, je sais très bien qui tu es, mais j'essaye de t'apprendre les choses. J'essaye de t'enseigner quelque chose là. Et il se trouve qu'à ce moment-là, Jey Uso était en train de galérer. Ça faisait plusieurs minutes qu'il voulait effectuer le relais. Et donc il a profité de la petite bagarre entre John Cena et Logan Paul qui est en train de se chamailler pour enfin effectuer le relais à Cody Rhodes qui a totalement relancé le match à ce moment-là. Et là, on a enchaîné plusieurs finishes. Vous avez notamment Cody qui a réussi à placer le Crossroads sur John Cena et il voulait effectuer le tombé derrière, mais Logan Paul est monté sur les cordes et il a porté un splash à la base sur Cody, sauf qu'au dernier moment, Cody s'est enlevé et donc Logan Paul a porté un splash à John Cena sans le faire exprès. Puis un peu plus tard, vous avez Logan Paul qui porte un magnifique Asai Moonsault sur Jey Uso à travers la table des commentateurs. Donc là, directement, l'arbitre va voir s'ils vont bien. Et pendant ce temps, dans le ring, vous avez John Cena qui a chopé le titre WWE et il se prépare pour frapper Cody. Donc là, Cody se relève, John Cena lui met un coup de ceinture et on pense encore une fois que John Cena va gagner en trichant. Mais d'un coup, vous avez quelqu'un qui débarque sur le ring avec une capuche, donc il est masqué, on ne sait pas qui c'est, et il se jette sur John Cena, il commence à lui mettre des patates. Puis là, cette personne se lève, elle enlève sa capuche et son masque. Et c'est R-Truth qui a effectué son retour hier soir lors du main event méga pop de la foule. Car pour info, plusieurs fois hier soir lors du show, encore une fois, la foule a scandé des We Want Truth. Donc justement, R-Truth est de retour. Comme je vous l'ai dit, il enlève sa capuche et son masque. Puis il chope la ceinture et il frappe John Cena avec. Et derrière, il s'en va. Et là, vous avez Cody qui peut enchaîner avec le Crossroads pour la victoire. Et donc pour conclure, je vais vous donner toutes les infos qu'on a par rapport à R-Truth car je sais que vous posez beaucoup de questions. Est-ce que c'était une feinte? Est-ce que c'était un work? Est-ce que tout était prévu? Ou est-ce qu'au final son départ était réel? Eh bien pour info, hier soir on a plusieurs médias américains qui ont directement enquêté après le PLE et tous les gros médias américains comme Fightful, PW Insider, etc. ont confirmé que ce n'était pas un work, ce n'était pas une feinte. Et donc à la base, R-Truth devait bien quitter la WWE et il y a une semaine, la WWE lui avait bien annoncé qu'il n'allait pas le re-signer, il n'allait pas lui offrir un nouveau contrat et ils allaient laisser son contrat actuel expirer. Donc R-Truth devait bien quitter la fédération, mais au final, selon PW Insider, ces 72 dernières heures, eh bien la WWE a pris la décision de le ramener et c'est sûrement grâce à la réaction des fans. Donc vraiment bravo à tout le monde, à tous ceux qui ont agi, que ce soit dans les arènes, que ce soit en ligne, etc. Eh bien votre voix a été entendue par la WWE. Et ce qui est marrant, c'est que Triple H n'a pas vraiment voulu l'avouer, il n'a pas vraiment voulu en parler hier soir lors de la conférence post-show quand quelqu'un lui a demandé quelle était la situation par rapport à R-Truth, qu'est-ce qui s'est passé. Triple H a simplement répondu « Est-ce que vous avez apprécié le show ?»
Eh bien tout ceci fait partie du show. Donc Triple H a fait genre ça faisait partie du show, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout le cas, ce n'était pas un work, et d'ailleurs Cody en a parlé également lors de la conférence post-show, et Cody a simplement dit que le travail de la WWE, de Triple H ou de Nick Khan, c'est d'écouter les fans, et du coup cette semaine ils ont écouté, ils ont entendu le message des fans, et R-Truth est de retour. Et à côté de ça, R-Truth lui-même a précisé hier soir sur Twitter que ce n'était pas un work. Donc R-Truth a vraiment failli quitter la fédération, mais au final, il est de retour. Et donc maintenant, l'autre grande question, c'est est-ce qu'il a signé un nouveau contrat? Eh bien, apparemment oui, car pour info, hier soir, vous aviez le fils de R-Truth qui postait également des messages sur Instagram. Et donc déjà, quand Triple H a dit que tout ceci faisait partie de l'histoire lors de la conférence post-show, eh bien le fils de R-Truth a repris ce passage en disant que Triple H devrait arrêter de mentir. Puis derrière, le fils de R-Truth a également félicité son papa pour son nouveau deal, et il a félicité son papa pour ce qui va être son dernier run. Donc comme je vous l'ai dit, le fils de R-Truth a confirmé que R-Truth a un nouveau deal, un nouveau contrat, et que ce sera donc apparemment son dernier run à la WWE. Et la dernière petite info, c'est que directement hier soir après Money in the Bank, la WWE a sorti du nouveau merchandising par rapport à R-Truth, sauf que cette fois-ci, ce n'était pas du merchandising R-Truth, mais c'était du merchandising pour Ron Killings. Donc apparemment R-Truth va utiliser son vrai nom lors des prochaines semaines maintenant qu'il est de retour à la WWE, et on va voir si ça va potentiellement mener à un changement ou une évolution de son personnage. Mais donc je pense qu'on peut dire que hier soir on a vraiment eu un beau Money in the Bank, le ladder match féminin était excellent, et perso comme je vous l'ai dit, j'adore avoir Naomi comme Miss Money in the Bank, j'ai bien aimé le changement de titre avec Becky qui est la nouvelle championne intercontinentale, même si à la fin elle s'est pris une souplex de Lyra Valkyria et que potentiellement la rivalité va continuer entre les deux. On a eu un petit peu de Dum-Dum et de Liv face à Octagon Junior, ça m'a fait plaisir. Le Money in the Bank ladder match était très cool, on a eu le face turn de Jacob Fatu et Seth Rollins en tant que Mr. Money in the Bank. Comme je vous l'ai dit, je pense que ça va nous mener à de très très belles histoires avec beaucoup de suspense. Et donc lors du main event, on a le retour de R-Truth et la victoire des Babyface, ce qui nous permet sûrement de continuer la rivalité entre Cody et John Cena jusqu'au moment où Cody aura enfin son rematch pour le titre WWE. Donc voilà, c'est tout pour la review de Money in the Bank. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!